C'est sans doute l'intellectuel critique le plus important du Canada avec Naomi Klein. Il s'est fait connaître en France par une réflexion sur la gouvernance comme façon de transformer la politique en discours purement gestionnaire. Et aussi par un essai intitulé « La médiocratie » qui soulevait une vraie question. Pourquoi les médiocres sont-ils aujourd'hui surreprésentés dans les états-majors des entreprises néolibérales et désormais sur les bancs de l'Assemblée nationale, en France en tout cas? Il publie aujourd'hui Le totalitarisme pervers, un digest passionnant de sa réflexion sur la multinationale Total, prise comme emblème de ce que peut produire de pire une firme au-dessus des lois. Alain Deneau, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors faisons un petit pas en arrière pour bien comprendre votre pensée globale qui est riche déjà. Vous êtes aussi le penseur d'un concept qui s'appelle l'extrême centre et qui est actuellement très repris dans le débat intellectuel français pour qualifier le type de régime politique incarné par une personnalité comme Emmanuel Macron ou par quelqu'un comme Justin Trudeau chez vous au Canada, même si nous autres Français sommes moins informés sur cette question-là. Alors j'aimerais, pour démarrer simplement, que vous nous explicitiez simplement ce qu'est l'extrême centre. C'est une notion critique qui a fini par être prise au sérieux chez nous. Il y a des politiques et même des rédacteurs en chef qui aujourd'hui se réclament de l'extrême centre sans rire. Être d'extrême centre, qu'est-ce que c'est? C'est surtout ne pas se situer sur l'axe gauche-droite, mais tenter de supprimer cet axe gauche-droite au profit d'une position que l'on présente comme étant la seule possible. C'est le fait d'une oligarchie qui non seulement contrôle évidemment le secteur de la haute finance, la grande industrie, mais également celui des médias de masse, et qui arrive à, en quelque sorte, structurer le discours public de façon à ce que certaines positions soient perçues ou soient présentées de manière presque contraignante comme étant de l'ordre de la rationalité, la sagesse, la pondération, le pragmatisme, la normalité, même la vérité. La loi du monde. Exactement. Tandis que, par ailleurs, toute autre position fera l'objet d'un étiquetage de type le rêve, le complot, la paranoïa, le délire, l'extrémisme, l'idéalisme, ainsi de suite. Donc, on aura comme une distribution d'étiquettes pour faire passer comme centristes des positions qui, en réalité, sont extrêmes et qui méritent débat. Hein, ce sont des positions le plus souvent ultralibérales, mais qu'on va naturaliser comme étant normales et pragmatiques, et qui sont d'un point de vue écologique destructrices, qui sont d'un point de vue social iniques, qui sont d'un point de vue géopolitique impérialiste, mais qu'on aura été capable de présenter sous le jour de la raison. Donc, l'extrême centre est extrême en cela, mais elle est également extrême dans une attitude qui consiste à être intolérant à tout ce qui n'est pas soi, à rejeter toute vision, et on le voit par l'arrogance du président de la République française ou par la vacuité intellectuelle du premier ministre canadien, en ce qui concerne tout enjeu, tout positionnement qui ne soit pas celui, au fond, d'une oligarchie. Mais en quoi consiste, au fond, le programme de l'extrême centre? Si on le résume, il est très simple. Et tout acteur politique qui prétend à la direction d'un pays devra s'y conformer s'il veut trouver du financement, avoir droit à une bonne presse, avoir un soutien des milieux financiers et industriels, et ainsi de suite. Il consiste en plus de
bénéfices pour les entreprises, plus de dividendes pour les actionnaires, toujours autant d'accès aux paradis fiscaux, moins de droits pour les travailleuses et les travailleurs, moins de fonds pour les services publics. Et que vous soyez Trump, Macron ou Tsipras, il y aura une pression très très grande pour vous amener à vous conformer à ce programme. Et on le présentera comme étant le seul valable, comme si, et c'est là où on entre dans une dynamique que je qualifie de perverse, là, comme si cet ordre mondial auquel on est invité à se conformer quand on est aux manettes d'un pays était un fait de nature. Comme si ce n'était pas une œuvre politique en elle-même. Comme s'il ne s'agissait pas là de la réalisation d'un programme qui est précisément celui de candidats ou de chefs d'État qui vont dire on n'a pas le choix. Mais je dis simplement que Alstom, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et que, alors que c'était le géant du ferroviaire pendant très longtemps, Alstom est désormais soumis à une concurrence qui est certes la concurrence de Siemens, mais qui est surtout la concurrence chinoise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise chinoise qui a cru à une vitesse incroyable. S'unir entre grands industriels européens dans le secteur naval, mais aussi dans le secteur aéronautique. C'est nous donner la possibilité non seulement de résister à la concurrence chinoise, mais de conquérir de nouvelles parts de marché, d'être plus offensif, d'avoir des technologies de pointe, d'être plus compétitif, d'être plus puissant. L'union fait la force. Nous sommes devant des défis formidables. La mobilité, c'est le défi de la prochaine décennie. La mobilité durable, l'environnement. Vous pouvez partout dans le monde où vous allez, vous avez des villes qui sont congestionnées, des heures et des heures d'attente. Donc on va construire des TGV. On va construire des métros, des TGV, et également on va optimiser l'utilisation de nos infrastructures. Et pour ça, il faut qu'on puisse joindre nos forces pour être plus forts. Donc on est plus fort à deux face à la concurrence chinoise. On est plus fort à deux pour offrir des solutions meilleures à nos clients. Et on est plus fort à deux face aux concurrences qui peuvent être chinoises, coréennes, japonaises. On n'a pas le choix de laisser le capital évoluer comme il évolue dans une narration de la vie politique qui tourne toujours autour du sujet entreprise, du sujet capital, du sujet commerçant, et jamais du point de vue d'un autre acteur public, sans que jamais... et je finirai là-dessus, sans que jamais on contraigne les Merkel, les Trudeau, les Macron à rendre compte du fait que cet ordre mondial dans lequel nous sommes et qui nous contraint tant à la concurrence, à l'ouverture des marchés, à la soumission, à toutes sortes de logiques, à des intérêts, est précisément leur œuvre. Et précisément leur accomplissement. C'est bien leur programme qui est à l'œuvre et qui a triomphé. Mais on fait comme si cet ordre et ces logiques étaient le fait d'une évolution naturelle de l'histoire. Alors, il y a autre chose qui est extrêmement frappant dans votre dernier livre, Le totalitarisme pervers, mais qui traverse également toute votre œuvre et votre réflexion sur l'extrême centre, c'est la symbiose nouvelle entre les sphères publiques et les sphères privées, entre l'État et le monde de l'entreprise. Non seulement les transferts de souveraineté de l'État en direction des multinationales ont été colossaux ces dernières années, mais d'une certaine façon, on a même le sentiment, c'est le sentiment qu'on a pu avoir, nous, en France, pendant la campagne présidentielle, que c'était carrément directement les entreprises du CAC 40 qui, d'une certaine façon, s'étaient choisi un champion, s'étaient choisi un candidat et l'avaient porté à la présidence de la République. Et cela de plusieurs manières. Évidemment par des campagnes de financement éclairs à Londres et à Washington qui sont étranges. En tout cas, sont sujettes à bien des questionnements sur la contrepartie qui est donnée à ces bailleurs de fonds, mais également par un soutien médiatique plus ou moins subtil. Et aussi, on pourrait dire, à une sorte de conformité du discours général et du discours du candidat. Il y a une sorte de symbiose sémantique, idéologique et éditoriale, qui fait qu'au fond, le rouleau compresseur n'est plus seulement celui du candidat,
et au fond de la force de frappe qu'il semble représenter esthétiquement par toute une mise en scène qui réfléchit, mais également par le discours général lui-même, qui est tout à fait en phase. Et il y a là matière à réflexion quant aux agences spécialisées dans le lobby, j'ose même plus dire le lobbyisme, mais l'influence. Parce que le lobbyisme renvoie spontanément quand on se laisse prendre au sens ancien du terme, au rapport que peut entretenir un représentant d'une entreprise envers un décideur, dans des officines ou dans des lieux comme ça informels. Alors qu'aujourd'hui, le lobbyisme et cette industrie de l'influence vise à conditionner les gens de manière générale. Nous tous faisons l'objet du lobbyisme, pas tel décideur public sur telle question spécifique par rapport à tel projet de loi précis. On en a aussi, hein. Il y en a plein l'Assemblée nationale française. Ce n'est pas seulement cela. C'est cela, bien sûr. Et ce n'est pas seulement cela. L'idée les stratégies visent à mobiliser des acteurs sociaux de façon à favoriser un climat. Un climat qui ne sera pas seulement celui un climat qui ne visera pas seulement à un résultat législatif spécifique ou à la décision d'une réglementation par tel ou tel acteur, mais également une sorte de capitulation du point de vue de l'esprit, où on se dira, par exemple, les ordonnances sur la loi du travail, massivement, on est contre. On sait massivement qu'on est massivement à être contre, mais on pense également massivement qu'il n'y a rien à faire contre cela, que se mobiliser ne sert à rien. Et cela est le fruit d'un travail insistant de la part de spécialistes de l'influence qui sont à la fois des psychologues, des politologues, des sociologues, des intellectuels organiques qui louent leur matière grise, leur connaissance à des instances qui ont pour clients des pouvoirs qui cherchent à dresser les peuples sur un plan intellectuel et moral pour créer cette espèce de grande sphère dépressionniste qui fera que même quand on sait qu'on est nombreux à ne pas vouloir quelque chose, on se dit qu'il est vain d'essayer de s'interposer dans l'histoire et de peser sur un mode souverain. Alors là, c'est vrai que vous décrivez de façon extrêmement troublante exactement la situation que nous vivons en France, puisque on a à peu près 70% de la population qui pense que la politique menée par le gouvernement est injuste et contraire aux intérêts du salarié ordinaire. Et néanmoins, les gens, évidemment, descendent de façon minoritaire dans la rue et ne savent pas quoi faire et s'il y a quelque chose à faire. C'est vrai que je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il y a cette phrase extrêmement forte, violente même dans votre livre. Vous dites « Le lobbying des multinationales s'emploie à mettre sous pression tous les citoyens en pesant sur la réalité elle-même ». Alors, est-ce que vous pourriez peut-être prendre un exemple, justement, sur la façon dont ces agences, dont ces ambianceurs, ces psychologues pèsent sur la réalité elle-même et transforment notre appréciation du monde? On travaille beaucoup à favoriser l'autocensure. Et je vais reprendre une phrase de Guy Debord qui disait tout simplement que dans un régime idéologique, l'important n'est pas que les gens croient à ce qu'ils entendent, mais que ce qu'ils entendent soit la seule chose à laquelle ils aient droit. Et aujourd'hui, en fait, il est assez clair, même s'il y a une petite pluralité de discours, mais tout étroite, hein, parce que quand on en est à faire passer un Mélenchon pour d'extrême gauche, on voit que le spectre est très étroit, quoi. Le péril rouge. Le péril rouge, ouais. Comme titre un magazine cette semaine en France. Il reste que on a fait comprendre aux citoyens, des citoyens qui n'en sont plus, mais qui sont devenus des agents, des parties prenantes, des partenaires. Hein, c'est comme ça qu'on aborde, au fond, les gens, des consommateurs. On leur fait comprendre qu'il y avait un certain trousseau notionnel dont il fallait disposer si on voulait faire valoir ses petits intérêts dans un monde libéral.
On peut, si on veut, se dire radicalement socialiste, contre le patriarcat, je ne sais trop quoi dire, pour des formes radicales de transformation de la société sur le mode, je ne sais trop, on va dire des coopératives, contre le capitalisme. Mais on sait que cela nous condamne à l'isolement socialement. On le fait comprendre. Et on fait comprendre que pour réussir, je vais y aller droit au but, il faut être médiocre. Quoi. Et être médiocre, qu'est-ce que c'est? C'est au fond convenir d'un vocabulaire qui n'est pas le sien, mais qui est celui du pouvoir, des pouvoirs. Pouvoir des organisations privées, pouvoir des institutions publiques qui sont complètement à la solde de ces organisations-là, et pouvoir des faiseurs d'opinion. Bon, une sorte de ce que Sigmund Freud appelait les devises névrotiques. C'est une métaphore monétaire, savoir qu'il y a une sorte de monnaie du sens qui est névrotique, qui finit par comme s'imposer. Et c'est dans ce langage-là, même si on n'y croit pas, même si on est entre gens qui n'y croient pas en leur fort respectif, et on comprend que c'est par ce carrefour-là qu'on pourra tirer son épingle du jeu. Et c'est comme ça qu'on nous amène Par exemple, dans ce champ sémantique, vous mettez quel... L'auto-entrepreneuriat. Tout le vocabulaire d'Emmanuel Macron. L'auto-entrepreneuriat, le projet, l'espoir, les intérêts privés, l'individualité, ainsi de suite. But what we have to do is to change in depth our model. I want France to be a startup nation, meaning both a nation that works with and for the startups, but also a nation that thinks and moves like a startup. Nous avons pour nous la force des pionniers, l'endurance, la certitude et l'énergie de ceux qui veulent construire un monde meilleur. Je veux pour ma part pour un projet, pour des valeurs. Toi, en contrepoint. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes le parti de l'espoir. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. Et au fond, ce discours consiste à liquider tout un patrimoine de la pensée politique qui est celle des enjeux communs. C'est-à-dire que, à moins d'accepter d'être complètement marginalité, il faut cesser, que ce soit à l'université, dans un hôpital, dans un ministère, et encore plus dans le domaine privé, de parler des services publics. Ils ne sont plus censés exister. On est censé agir sur un mode efficace et rentable en fonction d'une clientèle. Et même quand on est dans le service public, il faut penser le service public comme si il devait s'inspirer des organisations privées. On va parler des sociétés d'État comme devant être. D'ailleurs, souvent, elles s'inspirent complètement d'un modèle qui est celui de l'entreprise privée. Et c'est tout il en va de même pour la citoyenneté, qui passe au stade là des parties prenantes. Les programmes politiques, les projets de société sont devenus soumis à l'acceptabilité sociale, donc on a rendu passifs les gens. L'écologie politique est devenue le développement durable, le peuple devient la société civile, et ainsi de suite. Donc on a complètement converti les esprits à un discours, à une perspective qui consiste à soumettre la pensée de l'organisation de la vie en société aux règles de l'entreprise et à la terminologie qui prévaut dans l'entreprise, comme si tout pouvait être pensé sur le mode de l'entreprise privée. Alors, vous connaissez bien sûr les thèses de Noam Chomsky sur la fabrique du consentement. Moi, j'aurais aimé savoir comment vous situez votre propre réflexion par rapport à la sienne et comment, selon vous, on impose à une société de penser ce qui satisfait en fait structurellement une minorité, et c'est la minorité qui détient le capital, bien sûr. Comment on obtient ce prodige ? Quand j'ai travaillé sur la médiocratie, je me suis intéressé à un phénomène qui est non pas le nivellement par le bas, mais le nivellement par le moyen. Ce qui est fantastique avec le nivellement par le moyen, c'est que même si on fait faire aux gens parce qu'il faut manger, parce qu'il faut payer le loyer, parce qu'on a des enfants à charge, parce que,
ce qui est formidable avec le nivellement par le moyen, c'est qu'on donne quand même l'impression aux gens qu'ils font quelque chose. Le nivellement par le bas est une abjection pour soi-même. Le nivellement par le moyen est une façon de donner à penser à des subalternes qui sont méritants. Être éclairagiste sur un plateau d'une télévision poubelle suppose quand même une expertise. Ce n'est pas donné au premier venu d'être éclairagiste sur un plateau, même si on va éclairer n'importe qui de la même manière. Ce qu'on ne fera pas si on est au cinéma et qu'on travaille pour Jean-Luc Godard, pour prendre des exemples extrêmes. Dans le cas du travail formaté, en fait, ce qu'on demandera à l'éclairagiste, ce n'est pas d'être incompétent, ce n'est pas surtout pas, on n'acceptera pas de lui qu'il soit incompétent, on n'acceptera pas qu'il ne sache pas se présenter à l'heure, faire preuve d'une intelligence émotionnelle élémentaire avec les collègues, ainsi de suite. Mais on ne voudra surtout pas de cet éclairagiste qu'il innove ou qu'il arrive avec des propositions, avec un rapport à l'objet qui soit sensible avec ce qui se passe ce jour-là sur le plateau. Il faudra en fait se standardiser et donc mettre de côté tout ce qui est de l'ordre de ses convictions, de ses aptitudes, de ses talents, de ses éventuellement dans d'autres secteurs comme celui de la vente, de sa morale. Et même accepter qu'on est ingénieur, de fabriquer des objets qui sont destinés à briser pour qu'on les remplace le plus rapidement possible dans un marché, ainsi de suite. Donc, on nous amène, au fond, à faire de bien petites choses. Et cela se vit, si on fait une palette des personnages conceptuels, là, selon, je dirais, 5 formes, là, pour aller vite, là, si je peux les décliner, quoi. Le premier sujet qui est face à la médiocratie, c'est ce régime qui consiste à en fond, délaisser ses aptitudes, ses convictions, son autonomie intellectuelle, ses passions, sa morale, pour au fond, convenir d'attentes qui sont celles du pouvoir. Et très souvent, c'est sous la forme de la responsabilité, puis de l'association qu'on va nous présenter les choses en disant « vous êtes libres ». Nous, on n'est plus dans les hiérarchies à l'ancienne, hein, c'est le discours en vogue ici maintenant, mais on est des associés, on est libres, on mise sur la responsabilité et l'innovation. L'idée, c'est de dire, je ne te donne plus d'ordre, je te laisse imaginer ce qui me convient. Je te laisse te conformer à ce que j'estime être mes attentes par rapport à toi. Je n'ai même plus à les formuler. Évidemment, on va encourager le zèle, on va encourager une conformité volontaire. Donc, on est dans ces logiques-là, beaucoup dans le management. Et donc, une des attitudes d'acteurs qui sont, je dirais, Pérec aurait dit l'homme qui dort, c'est de se retirer. C'est même pas une position politique, hein, mais c'est de dire je suis incapable. Je suis incapable de me casser à ce point pour me conformer au fond à des pratiques absurdes. Soigner des malades imaginaires, fabriquer des objets qui vont briser, mentir à tour de bras, promouvoir ce qui est mauvais, taire ce qui est bon, dire ce qu'oblige le marché du travail. Et ce qu'oblige le marché du travail, surtout le salariat ou le rapport des PME à des clientes plus grandes qu'elles, comme les multinationales. C'est qu'on est toujours, au fond, en quelque sorte, à accuser un écart considérable entre ce qu'on sait et ce qu'on doit dire. Et à devoir, au fond, travailler au sens psychanalytique là, du refoulement. C'est un travail psychique qui est à l'œuvre. C'est de dire, ne pense plus par toi-même, n'utilise pas le vocabulaire qui le tient, ne pense pas par rapport à ce qui te semble juste, adopte un discours, adopte un lexique, adopte un argumentaire qui peut être absurde, mais qui est au service de quelque chose qui te dépasse. Et toi, de toute façon, tu n'es que le vecteur de toute cette activité-là. Donc, il y a des acteurs qui vont dire, moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. Bon. Il y a une autre catégorie qui serait, et je le dis sans mépris, mais qui serait descriptivement là, les aliénés, qui vont
qui sont nés dans une société qui leur a dit qu'il faut être auto-entrepreneur, qu'il faut être heureux au travail, qu'il faut être généreux, qu'il faut être optimiste, qu'il faut être positif, qu'il faut mériter sa paye, même on dira on est né pour un petit pain, on est bon, on est les petites gens, on est les gens ordinaires, et puis nous, bon, ben voilà, il faut aller travailler le matin, puis on travaille dur, et bon, on prend des psychotropes le soir pour dormir, puis on prend beaucoup de café dans la journée, puis quand on va pas aussi bien que le voisin, selon sa page Facebook, on s'inquiète, puis on se sent anormal, et on va chez le psychologue, puis on a bon. Et en fait, ce sont des gens très souvent généreux et malheureux, quoi, parce que le sort a fait qu'ils n'ont pas voulu ou pu être outillés pour penser d'une manière critique, c'est-à-dire en prenant un peu de hauteur le régime dans lequel ils sont emprisonnés, quoi. Bon. Ensuite, on aurait au centre, là, les médiocres d'obédience, quoi. Ceux qui s'y plaisent, c'est-à-dire ceux qui s'épanouissent dans la médiocrité. Absolument, et l'avenir est à eux, là, il y a un boulevard pour eux, et c'est ceux qui sont favorisés par ce système-là, sont ceux qui, au demeurant, ne pensent rien, ont abdiqué. Pas de passion, pas de conviction, pas de principe, sinon que ceux d'emprunt que le pouvoir souhaite nous voir adopter. Et donc, ce sont ceux qui se lèvent le matin, non pas en se demandant comment ils vont bien enseigner telle matière à l'école ou bien satisfaire des patients qui sont dans le besoin ou encore, je ne sais trop, quel est leur travail à alimenter des gens. Mais ça sera de se demander comment, sur un échiquier, ils pourront stratégiquement se positionner en fonction des relations de pouvoir pour s'écarter des plus faibles, s'approcher des plus forts, et qui sont toujours en train de grenouiller, en fait. Et ils ont toujours une longueur d'avance sur ceux qui ont un rapport vocationnel à ce qu'ils font, parce que pendant qu'on pense à la façon dont on va enseigner quelque chose, ou produire une bonne nourriture, ou soigner des malades, eux pensent à leur positionnement social, quoi. Quitte à ce que ce soit même au détriment de ce qui doit être fait. Bon, et eux, ils ont l'avenir devant eux. Et ensuite, il y a les médiocres malgré eux. C'est ceux qui ont lu Hannah Arendt, là, qui connaissent la notion de banalité du mal, qui sont conscients de faire le mal, et qui vivent au quotidien, je dirais, sur le mode du mal de la banalité. Hein? C'est-à-dire que chaque jour, aller travailler en sachant qu'on travaille à entretenir et à cultiver des leurs, qu'on est dans la vanité, si ce n'est pas dans des productions préjudiciables pour autrui. Eux, souffrent, et c'est souvent ces gens-là qui vont s'engager dans un syndicat, par exemple, jusqu'à ce qu'ils découvrent que le syndicat n'est pas tellement différent que ce qu'ils essaient de fuir ou de dénoncer. Et la cinquième catégorie, ce serait celles et ceux qui essaient encore de... quitte à en payer le prix d'un point de vue carriériste, à s'opposer à tout ce régime-là. Mais qui peuvent parfois être risqués d'être les idiots utiles ou les cautions, parce qu'ils pourront toujours être récupérés pour garantir une sorte d'idéologie de la pluralité, ainsi de suite. Donc c'est pas une position qui est simple à tenir et qui est nécessairement efficace. Donc c'est pour ça que lorsqu'on s'inscrit dans cette catégorie-là, la prudence et de rigueur. Mais on a ces 5 attitudes-là. Donc, pour revenir à l'idée de Chomsky, c'est pas parce qu'on participe du système qu'on en est dupe. Dans certains cas, on en est friand. Dans certains cas, on le subit de plein fouet. Dans certains cas, on ferraille avec lui, à un titre ou à un autre. Finalement, le système a moins besoin d'une adhésion véritable que d'une neutralisation. Mais il est évidemment coercitif. Il est coercitif. Je veux dire, allez, comme universitaire, faites une demande de subvention en disant que vous vous intéressez au socialisme et à la pensée radicale de Rosa Luxembourg pour penser une situation contemporaine. Ça fonctionnera bien moins que si vous dites que vous vous intéressez à la gouvernance dans une approche libérale. Bon, et donc, on voit bien que les intérêts sont liés au langage. Et ce qui est dommage, Marie Bénilde en parle très bien dans son livre, on achète bien les cerveaux. Ce qui est dommage, c'est qu'on se trouve face à des conglomérats médiatiques qui n'alimentent plus du tout la pensée, c'est fini ce temps-là, mais qui cultivent des univers. Et ce sont des univers, et c'est Patrick Lelay le premier qui a vendu la mèche avec son histoire de rendre du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. C'est-à-dire qu'on vend des univers qui sont en fait propices à l'aval d'un message publicitaire de la part d'une spectatrice ou d'un spectateur, ou d'un auditeur. Bon. Et tout cet univers-là respire la vanité.
et ne permet pas la pensée, mais il fonctionne sur le mode d'électrochoc. Comment fonctionne... et c'est une catastrophe aujourd'hui, si on parle en termes chomskiens là, des médias aujourd'hui, là, et si on veut mettre à jour cette pensée-là, la catastrophe aujourd'hui en France, quant aux médias, c'est l'inflation de chaînes d'information continue qui ont remplacé... qui ont fait des journalistes d'hier, aujourd'hui, des espèces de commentateurs sportifs de la vie politique. C'est comme si la politique était un match interminable que des gens commentaient sous une forme industrielle par rapport à une technique qui est très simple et qui est récurrente sur toutes les chaînes, c'est qu'on monte en épingle n'importe quoi, et on monte en épingle une anecdote. Ce qui s'est passé sur tel marché, la petite phrase de l'un, les costumes de l'autre, et pendant 24 ou 36 heures, selon le quantum d'énergie associé à l'anecdote, on fera commenter tout le monde. Revenons maintenant sur des propos qui font beaucoup réagir ce matin, ceux de Jean-Luc Mélenchon, prononcés hier sur la place de la République. Certains estiment qu'il a comparé les nazis et le gouvernement actuel. Lui s'en défend. C'est la rue qui a abattu les nazis. Une phrase qui a été prise en partie et qui a fait bondir la classe politique. La phrase vient à peine d'être prononcée. Jean-Luc Mélenchon est encore sur l'estrade, que Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, réagit à chaud sur Twitter. Que Jean-Luc Mélenchon, qui connaît parfaitement l'histoire et le sens des mots, a commis une faute politique, une faute morale selon vous. Est-ce que vous estimez, comme Christophe Castaner, qu'il est indigne de porter les couleurs nationales ? Oui, c'est une faute politique de mettre sur le même niveau ceux qui ont fait tomber les nazis, et la rue y a contribué, évidemment, mais aussi Alain Juppé ou Emmanuel Macron. Je pense que c'est une faute grave. Je crois que comme une grande majorité de Français, j'ai été choqué. Les nazis, c'est autre chose. C'est évidemment une période horrible de l'histoire de l'Europe et du monde. Est-ce que ça vous inspire justement ça Oui, je comprends pas. Oui, c'est choquant. C'est choquant. C'est pas. Le régime nazi, c'est pas la rue qui l'a mis en cause, qui l'a abattu. Ce sont les Alliés, ce sont les Américains, ce sont les Russes à une époque, etc. Alors, ça nous permet peut-être de nous arrêter un moment justement sur l'expression totalitarisme que vous utilisez dès votre titre, donc pour caractériser ce mode de gouvernance, et qui évidemment est très polémique, parce que quand on, je vais me faire l'avocat du diable, mais quand on parle de totalitarisme, on pense forcément aux grandes dictatures du XXe siècle, à leurs dizaines de millions de morts. Et donc, en quel sens le terme de totalitarisme est-il pertinent selon vous, aujourd'hui, pour penser le pouvoir des multinationales, le pouvoir des conglomérats médiatiques et le pouvoir de cet État en symbiose totale avec le pouvoir de l'argent? D'abord, l'expression m'est venue à partir d'un état de fait pour lequel je ne suis pour rien. C'est-à-dire qu'on est face à une firme qui s'appelle elle-même Total. Bon, il faut le faire. La Compagnie française des pétroles, une composante historique de l'actuel Total, a décidé dans les années 50, 2 ans seulement après qu'Hannah Arendt eut publié son livre sur l'origine du totalitarisme, ses enseignes Total, ses produits à la distribution Total. Moi, je répète souvent que si cette firme n'existait pas, si nous ne nous étions pas habitués à son nom, et qu'un romancier aujourd'hui proposait à un éditeur une sorte de roman noir mettant en présence une firme qui s'appelle Total, sans doute que l'éditeur dirait « Non, arrête, t'exagères, aucune firme n'arborerait ce nom-là elle-même. » Et c'est le cas. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi Total ça revendique, au fond, en tout cas, ce rapport à la totalité. Bon, disons au moins cela pour le moment. Lorsqu'en 1953, la Compagnie française des pétroles décide de s'appeler Total, alors qu'elle est complexée par rapport aux grandes. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, et j'ai cité dans mon livre et dans De quoi Total était la somme des documents qui vont en ce sens. Ce n'est pas seulement de la projection de ma part. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, non, prenez-nous pas seulement pour des petits Français qui sont dans leur coin et qui n'y arrivent pas. Nous aussi, nous sommes Total. Nous aussi, nous participons de cet engagement industriel et financier et commerciale à l'échelle de la mondialisation, et nous faisons partie des premières multinationales qui sont capables de peser sur le monde indépendamment de la législation des États.
Il n'y a pas un État qui peut légiférer à l'échelle sur laquelle nous nous déployons. Et donc, on a cette firme qui se présente comme étant totale et qui prétend à cette totalité et qui le confirmera en 2000 au moment de la fusion entre 3 entités, qui est la Compagnie française des pétroles, Elf et Petrofina, et qui continuera de s'appeler Total à la faveur de cette fusion. Maintenant, si je peux dire rapidement où on en est aujourd'hui, un pouvoir aujourd'hui qui est totalisant et qui relève d'un totalitarisme suppose, s'il s'agit de mettre à jour la donnée, qu'on l'adjective. Mais il y a tout un débat, je n'ai pas le temps d'en décliner tous les termes, avec Benjamin Barber, qui dit, bon, quand même, on ne peut pas utiliser ce mot totalitarisme, comme vous l'avez suggéré, pour des raisons historiques. Le totalitarisme renvoie à quelque chose de très spécifique, de terrible, et ce serait de banaliser le terme que de se référer à lui pour décrire une situation qui est radicalement autre. Moi, je pense que ce terme peut être reconduit si on l'adjective, si on montre en quoi il se distingue et en quoi il évolue. Le totalitarisme de l'hitlérisme et du stalinisme était un totalitarisme psychotique, de type paranoïaque. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les puissants signaient leur acte de pouvoir. Les puissants rendaient hyper visible et tonitruant le fait de décider de prendre des décisions et d'imposer cette décision-là à un ensemble, à une masse, comme dit Hannah Arendt. On est passé, ensuite, il y a eu une sorte de transition avec des régimes que je qualifierais plutôt de névrotiques, c'est-à-dire qu'on incite les populations à désirer un pouvoir qui pèse sur eux. Je pense que le gaullisme en est l'exemple emblématique. Et enfin, on passe aujourd'hui, je vais très très vite, à un totalitarisme de type pervers, au sens où un pervers est un psychotique déguisé en névrosé. Au sens où, au fond, dominer sur un mode pervers à une échelle mondiale, quant à 1001 filières d'activité, sur à peu près tous les paliers de décision qui sont concernés par ce que l'on fait, consiste en quelque sorte à développer un ordre de domination qui semblera fonctionner de lui-même, sous des dehors naturels, avec une allure d'objectivité. Et vous aurez un PDG comme Christophe Demargerie ou son successeur Patrick Pouyanné dire « c'est la loi, c'est ainsi que les choses fonctionnent, c'est la mondialisation, c'est presque une anthropologie fondamentale qui est à l'œuvre. C'est cet ordre-là fait de nous des multimilliardaires, de la moitié de l'humanité des indigents, et c'est comme ça, il faut essayer de faire partie des gagnants. C'est le monde. Vous ne pouvez pas réformer le monde. Et ce monde-là, bien évidemment que par le lobbying, les investissements, le phénomène des portes tournantes, l'influence, les menaces, la corruption, les guerres, sur un siècle. Et bien évidemment qu'il a été façonné par cette nouvelle forme de souveraineté que sont les multinationales. Mais on a fait passer ce régime-là comme étant en quelque sorte normal, naturel, et on retombe dans les logiques d'extrême-centre ensuite, où on veut nous présenter ce monde-là comme étant normal, naturel, que pragmatiquement, il faut savoir composer avec lui, qu'il n'y a rien à faire, c'est comme la météo, c'est comme la loi de la gravité, on ne peut pas aller là contre. Et être raisonnable, c'est composer avec ces contraintes-là, comme si elles n'avaient pas été façonnées par les puissants. La perversité du processus aussi, maintenant, c'est que l'État n'est même plus un recours par rapport à ces multinationales, puisque la symbiose est quasi totale, j'allais dire, est parfaite. Et vous en donnez des exemples très actuels, puisque entre l'État français et la firme Total, vous montrez que, par exemple, l'actuel PDG de Total a été le conseiller technique d'Édouard Balladur, a été le chef de cabinet de François Fillon, et que l'actuel ancien président de la République, François Hollande, la fondation qu'il vient de créer dans les locaux de Xavier Niel, un autre entrepreneur français, eh bien, est financée à une forte hauteur par Total. Donc, on a le sentiment que l'État garant, en théorie, en toute hypothèse, du bien commun, c'est totalement délité. Et Total a compris ça ces 10 dernières années, ou ces 15 dernières années. Le choc pour la firme est d'avoir été confrontée à 2 crises successives, la marée noire provoquée par l'Erika en 2000 et l'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001.
Et dans les deux cas, on a eu pour seul discours, un positionnement de nature juridique. En disant, ce qu'on dit toujours, de toute façon, chez Total, là, ce qu'on fait est légal, tout est légal chez Total, peu importe les cas qui sont cités et qui heurtent la conscience morale commune, peu importe s'il s'agit de travail forcé, de guerre, de pollution massive, de court-circuit à des processus consultatifs des Premières Nations, de mobilisation de fonds publics étranges, toujours légal. Bon, et c'est l'argument, l'argument passe partout. C'est légal, on ne fait pas de politique, le passé appartient au passé. Quel que soit le cas que vous citerez, c'est ce qu'on vous donnera comme réponse en substance. Mais à partir de ces deux événements qui ont terni l'image de la firme, on s'est rendu compte qu'il fallait non seulement communiquer, comme on dit dans ces milieux, mais également, j'aurais envie de dire, s'interposer entre tous les acteurs sociaux sur un mode très fin dans les différentes collectivités. Donc, quand vous arrivez en France, disons... par avion. À Roissy, tout de suite, vous aurez la firme qui vous condamne à avoir son logo sur les carrousels. Vous prenez le train en ayant acheté un journal. Le journal aura de la commandite de la part de Total, et souvent de la commandite de prestige. Si on va commanditer, par exemple, un dossier ou la remise de prix d'un livre au Sénat. Des programmes d'études aussi. Exactement. Vous allez ensuite parler à même un économiste hétérodoxe d'une université. Il vous dira que telle étudiante à lui a une bourse d'études de Total. Et que telle université en entier a un centre de recherche financé par la firme. Et votre ami ensuite reviendra d'un cocktail où il aura rencontré un ami d'enfance. Et celui-là lui apprendra que son association, loi 1901, est financée par Total. Vous allez au Louvre, une pièce a été restaurée grâce à Total. Et là, ce que vous voyez, c'est que la firme donne ce qui est pour elle de l'argent de poche, on s'entend, mais qui rend tout le monde peut-être pas dépendant, mais lié à la firme de façon à ce que l'autocensure opère. Et c'est peut-être pas, je ne veux pas en faire un cas, mais c'est peut-être pas un hasard que ce soit un étranger qui s'intéresse à la firme dans le cadre d'une recherche. Parce qu'on sait, lorsqu'on est à l'intérieur de ces structures-là, que dès lors qu'on se manifeste contre la firme, on encourage les citoyennes et les citoyens à mordre la main qui les nourrit. Dernière question, Alain Deneau, mais elle est plus que vaste et ce n'est qu'une amorce de tout ce qui viendra ensuite quand on voit le panorama absolument terrible que vous dressez de l'Occident, en fait, néolibéral et soumis comme ça à ce totalitarisme pervers. Quelles sont les pistes selon vous pour en sortir? Quels sont les mouvements politiques, les oppositions qui vous intéressent? Actuellement en France, bien entendu, nous avons le mouvement incarné par Jean-Luc Mélenchon. En Grande-Bretagne, il y a Corbyn. Aux États-Unis, il y a Sanders. Est-ce que ces gens-là ont à un moment donné, selon vous, une quelconque chance pour des populations dressées à voir en eux justement au mieux des ringards, au pire des extrémistes? Est-ce que ces gens-là ont la moindre chance d'accéder un jour au pouvoir ou au moins d'être entendus dans la critique féroce qu'ils dressent du fonctionnement de nos sociétés? La perspective est beaucoup plus radicale. Ce qui est intéressant avec quelqu'un comme Mélenchon, surtout, je dirais, c'est sa principale qualité, c'est qu'il est pédagogue. Et il est un des rares. Dans des contextes qui sont hostiles à cela. Il prendra le temps d'expliquer c'est quoi une dette. Il prendra le temps d'expliquer un certain nombre d'enjeux liés au travail, liés à l'immigration, liés à l'histoire, liés aux institutions. Il prendra le temps de qu'on soit d'accord ou pas ensuite, qu'on le suive ou pas. Mais c'est l'affaire œuvre utile d'insuffler un peu d'intelligence à un débat qui en a grandement besoin. Et c'est la principale contribution qui tend vers l'essentiel, je dirais. Au-delà ensuite des programmes, de la joute électorale, de la façon dont les institutions corrompent tous ceux qui s'y trouvent intégrés, de gré ou de force. Il y a là comme dire, une semence quoi, qui est bienvenue. On est face à trois types de souveraineté pour aller vite.
la souveraineté des États qui, bon an, mal an, se vérifie, mais de plus en plus pour des petites choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut ou non fumer dans les espaces publics? Quels seront, à quel taux s'arrêtera le salaire minimum, ainsi de suite. De plus en plus, mais il y a quand même une autorité là, qui s'impose, c'est-à-dire qu'il y a souveraineté, la décision s'ensuit des faits. Il y a ensuite ce que j'ai appelé la souveraineté offshore, c'est-à-dire la souveraineté d'un type nouveau, des multinationales qui sont partout et nulle part et qui s'imposent de deux manières sur ce mode pervers qui est le leur. C'est que d'une part, elles peuvent profiter de tout leur levier pour tirer profit de toute conjoncture. Et c'est ça aujourd'hui un pouvoir de type pervers. C'est-à-dire que autant au 20e siècle, on arrivait à imposer ses codes, ses règles, sa volonté sur un mode, direct. Aujourd'hui, être puissant, c'est pouvoir tirer parti de toute conjoncture, quelle que soit l'évolution des cours en ce qui concerne le pétrole, quelles que soient les tensions entre l'Occident et la Russie. On a toujours, en quelque sorte, un chemin pour profiter de la conjoncture, quelle que soit son évolution. Et c'est comme ça que les puissances, aujourd'hui, exercent leur autorité. Et ensuite, on a enfin la souveraineté du peuple, qui est une souveraineté qui peut être décisive par moment. On peut empêcher une loi d'être votée. On peut bloquer un accès à un gisement. On peut agir encore comme peuple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même très clairement à l'aube d'une conjoncture révolutionnaire. Au sens où même malgré les résultats électoraux, il est entendu que ce régime-là ne peut pas durer, que sa cadence, son stress, son exigence quant aux écosystèmes, sa folie, son absurdité ne peuvent pas indéfiniment s'accentuer sans qu'il y ait à un moment donné un ressac, une réaction. Et au fond, qu'est-ce que c'est un moment révolutionnaire? Là, je pense évidemment à ce qu'en dit Rosa Luxembourg. C'est un moment, un contexte dans lequel poursuivre dans le sens du statu quo est soit conjoncturellement impossible, parce qu'il y a crise, parce que on ne répond plus aux modalités opérationnelles de base, ou bien parce que cela est trop risqué. Continuer dans le sens du statu quo, alors qu'il y aura des crises qui vont, au fond, se connecter les unes aux autres. Aujourd'hui, on est encore parvenu depuis 2001 à isoler les crises, isoler une crise sécuritaire, isoler une crise écologique, isoler une crise financière, isoler la crise de la légitimité du pouvoir quand un psychopathe misogyne est à la Maison-Blanche, par exemple. Donc là, on est parvenu à isoler quelque peu le traitement de ces crises-là, mais à un moment donné, elles vont bien, en quelque sorte, se concentrer et en quelque sorte, s'ajouter les unes aux autres. Et à ce moment-là, quand ça ne sera plus viable, quand le statu quo sera même plus envisageable encore pour ceux qui y tiendraient, il faudra s'essayer à des changements radicaux qui trouveront, je dirais, leur inspiration, leur source dans toutes sortes d'initiatives qui se vivent aujourd'hui à petite échelle, à l'échelle municipale, à l'échelle d'une coopérative, à l'échelle d'un mouvement syndical étudiant. On puisera dans ces expériences-là en essayant de les développer à plus grande échelle, en se disant, de toute façon, il est plus risqué de continuer dans le sens qu'on nous indiquait quand on écoutait des gens comme Alain Minc en somnambule, plutôt que de s'essayer à quelque chose dont on ne connaît pas l'issue, mais dont on sait au moins que l'issue n'est pas de foncer dans le mur, comme c'est le cas maintenant. Et quelle étincelle pourrait mettre le feu à la plaine? Dans l'histoire, on sait que les chic-nodes sont souvent complètement inattendus. Et c'est en cela qu'il y a un quatrième type de souveraineté, je dirais, qui est, je ne pensais pas en parler maintenant, mais qui est la chimie entre les trois premières dont j'ai parlé. Souveraineté d'État, souveraineté des multinationales ou offshore et souveraineté des peuples. Ces trois souverainetés-là n'arrivent jamais, en quelque sorte, à complètement saturer le champ de l'histoire, à saturer la vie publique. Elles sont continuellement en tension les unes par rapport aux autres. Et au fond, cette tension-là, ce champ-là, ce sort qui est jeté dans ce rapport continuellement redéfini, relève d'une autre souveraineté qui est plus philosophique, elle, qui me fait plus penser à ce qu'en dit Georges Bataille, qui serait la souveraineté de l'histoire. Et ça, c'est souverain, c'est comme le rire, c'est comme la joie, c'est comme des états de grâce. Tout d'un coup, ça peut être une déclaration, ça peut être
quelqu'un qui s'immole. Ça peut être comme lors des printemps arabes. Exactement. Ça peut être une mesure qu'on pense pouvoir faire voter aisément et qui ne passe pas, qui déclenche une prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, faut pas. Encore une fois, c'est pas parce qu'on partage un certain ordre discursif qui est largement coercitif qu'on pense comme le pouvoir voudrait nous faire penser sur un plan intime et critique. Espérons que cette étincelle vienne très vite. Et merci beaucoup, Alain Deneau, pour ce moment d'optimisme aussi. Merci à vous. Et je rappelle le titre de votre livre, Le totalitarisme pervers, aux excellentes petites éditions Rue de l'Échiquier, mais aussi vos essais qui sont déjà des classiques, La médiocratie chez Lux, et puis bien sûr votre grande œuvre, toujours à Rue de l'Échiquier, De quoi Total est-elle la somme? Merci beaucoup. Merci. À bientôt pour une nouvelle guerre des idées sur la base si j'y suis.